prêt à briser un mythe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des figures les plus fantasmées et les moins comprises de l'histoire. La kunoichi, la femme ninja. Quand vous entendez ce mot, je sais exactement ce qui vous vient à l'esprit. Une assassin aux réflexes de félin, vêtue d'une combinaison noire moulante, défiant la gravité, sautant de toit en toit avec un katana dans le dos et lançant des shurikens avec une précision millimétrée. C'est l'image que nous ont vendue les animés, les films et les jeux vidéo. Un fantasme létal, une femme fatale du Japon féodal. Eh bien, oubliez tout ça. Prenez cette image, froissez-la et jetez-la à la poubelle. Parce que la réalité est infiniment plus subtile, plus intelligente et, franchement, bien plus dangereuse. La vraie kunoichi n'était pas une super-héroïne de bande dessinée. C'était une espionne, une maîtresse de la tromperie, une psychologue du combat dont le champ de bataille n'était pas la ligne de front, mais l'esprit de ses ennemis. Et son arme la plus puissante, son arme la plus létale et surtout la plus intime, ce n'était pas le poison sur ses lèvres ou le poignard caché dans ses vêtements. C'était quelque chose qu'elle portait partout avec elle, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever et quelque chose que ses ennemis, dans leur arrogance, n'ont jamais vu venir. Alors, coupez le bruit du monde. Préparez-vous à une dose de vérité historique brute et sans filtre et rejoignez-moi dans les ombres du Japon féodal. Nous allons découvrir le secret, le mieux gardé de la kunoichi. Avant d'infiltrer le passé, si vous aimez ce genre d'histoire sans filtre, explosez ce bouton « J'aime » pour que l'algorithme sache que les vérités qui dérangent sont appréciées ici. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à une femme ninja? Je veux voir combien de mythes nous pouvons briser aujourd'hui. Pour comprendre le vrai pouvoir de la kunoichi, nous devons faire exploser 3 bombes de réalité qui pulvériseront l'image hollywoodienne. Bombe de réalité numéro 1. Elles ne s'habillaient pas comme des ninjas. Ça semble fou, non mais c'est la pure vérité. Le costume noir moulant classique, le shinobi shozoku, est en grande partie une invention du théâtre kabuki du XVIIe siècle. Sur scène, les machinistes s'habillaient en noir pour rester invisibles aux yeux du public. Lorsqu'un personnage de ninja apparaissait, ils utilisaient la même convention visuelle. Une vraie kunoichi n'aurait jamais porté quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que son travail n'était pas d'avoir l'air cool et mystérieuse. Son travail était d'être invisible. Et il n'y a rien de plus visible qu'une femme en combinaison de lycra noir au milieu d'un château féodal. Son véritable uniforme était la normalité. Ses déguisements étaient ceux d'une servante, d'une domestique, d'une nonne bouddhiste itinérante, bhikkhuni, d'une artiste ambulante, d'une diseuse de bonne aventure, d'une geisha. Elle se fondait dans l'environnement. Son objectif était que vous la voyiez et que vous l'ignoriez instantanément. Elle était la femme qui servait votre thé, celle qui balayait le couloir, celle qui jouait du shamisen dans le coin. Elle était le bruit de fond, un personnage secondaire dans la vie de tout le monde. Et depuis cette position, personne ne la voyait, mais elle voyait tout. Son invisibilité était sa première ligne d'attaque. Bombe de réalité numéro 2. Ses armes les plus létales étaient des objets du quotidien. Oui, bien sûr, elle savait utiliser des épées et des couteaux, mais sortir un poignard au milieu du palais d'un seigneur féodal est une condamnation à mort. Leurs meilleures armes étaient celles qu'elles pouvaient porter, au vu et au su de tous, sans éveiller le moindre soupçon. Pensez au kanzashi, cette épingle à cheveux élaborés. Pour un samouraï, c'était un ornement féminin inoffensif. Pour une kunoichi, c'était une pointe d'acier aiguisée, parfaite pour attaquer la jugulaire
ou un point de pression. Elle pouvait être creusée pour contenir du poison ou de la poudre aveuglante. C'était une arme mortelle cachée à la vue de tous dans sa coiffure. Un éventail en papier pouvait avoir ses baleines, et en métal, affûtées comme des lames. Une ombrelle pouvait dissimuler une sarbacane avec des fléchettes empoisonnées. Même ses ongles, souvent affûtés et durcis, pouvaient être enduits de toxines mortelles ou d'excréments pour provoquer des infections létales d'une simple griffure. Les nécotes, de petites griffes métalliques qui s'ajustaient sur les doigts, pouvaient être facilement cachées et étaient dévastatrices au corps à corps. La leçon ici est brutalement simple. Tout ce que vous voyez sur une kunoichi était soit un mensonge, soit une arme, soit les deux. Bombe de réalité, numéro 3. Sa mission principale n'était pas l'assassinat. L'assassinat est bruyant. L'assassinat laisse un corps. L'assassinat déclenche des enquêtes et des représailles. Pour une organisation opérant dans l'ombre, l'assassinat était un échec, une option de dernier recours. La vraie monnaie d'échange dans le Japon féodal n'était pas la vie d'un général, c'était l'information. Combien de soldats le clan rival a-t-il? Quelles sont les défenses du château? Qui sont les traîtres à la cour? Quelle est la route d'approvisionnement? Cette information valait plus que 1000 épées. La mission principale de la kunoichi était l'espionnage, l'infiltration et le sabotage. Sa valeur ne résidait pas dans le nombre de vies qu'elle prenait, mais dans le nombre de secrets qu'elle obtenait. C'était un agent de renseignement, pas un tueur à gages, et pour obtenir ces secrets, elle devait s'approcher de la source. Elle avait besoin que les hommes les plus puissants et les plus paranoïaques du pays baissent leur garde. Et cela nous amène enfin à son arme ultime. L'arme qu'Hollywood a pressentie, mais n'a jamais vraiment comprise. L'arme la plus intime et la plus létale de la kunoichi n'était pas une aiguille empoisonnée, ni un éventail à lame, ni même sa capacité à disparaître dans l'ombre. Son arme la plus puissante était la perception. Plus précisément, la perception que la société féodale japonaise avait des femmes. Imaginez le contexte. Le Japon de l'ère des samouraïs était l'une des sociétés les plus rigidement patriarcales de l'histoire. Les femmes étaient considérées comme une propriété. On attendait d'elles qu'elles soient dociles, soumises, obéissantes. Elles étaient considérées comme émotionnelles, irrationnelles et, point crucial, intellectuellement inférieures. Elles étaient, en un mot, sous-estimées, et cette sous-estimation, cet aveuglement arrogant du patriarcat, c'était son super pouvoir. Les kunoichi ne combattaient pas le système, elles le pirataient. Elles transformaient chaque préjugé, chaque stéréotype sexiste en un outil de guerre. Pensez-y à 3 niveaux. Premièrement, le manteau de la faiblesse. Un samouraï était entraîné à repérer les menaces venant d'autres hommes. Il voyait un rival et sa main allait à son katana. Mais une servante qui trébuche et renverse le saké. Une geisha qui rit nerveusement, elles n'étaient pas une menace. Elles étaient invisibles. La kunoichi utilisait l'attente de la faiblesse féminine comme le camouflage parfait. Pendant que le samouraï se sentait supérieur et protecteur, elle analysait ses mouvements, comptait ses gardes, mémorisait le plan du château. Deuxièmement, l'offensive par l'intime. C'est là que la séduction entre en jeu, mais pas comme dans les films. Il ne s'agissait pas de luxure, il s'agissait d'accès. Un garde à la porte ne dirait jamais à un étranger les horaires de patrouille, mais à la jolie servante qui lui apporte de l'eau et lui sourit, peut-être. Un seigneur de guerre ne discuterait jamais de ses plans militaires en public. Mais dans l'intimité de ses appartements, avec une femme qu'il considère comme un simple objet de plaisir, une confidente inoffensive,
c'est là que les secrets les mieux gardés étaient révélés. La kunoichi était formée à l'art de la conversation, à l'art de l'écoute, à l'art de faire en sorte qu'un homme se sente le centre de l'univers. Elle exploitait son ego, sa solitude, son désir. L'intimité n'était pas le but, c'était la méthode d'extraction de données la plus efficace au monde. Et troisièmement, la psychologie du genre. La kunoichi était une actrice consommée. Elle pouvait être la jeune fille timide qui avait besoin de protection, la femme passionnée qui perdait la tête par amour, ou la victime impuissante qui avait subi une grande injustice. Chacun de ces rôles était un masque conçu pour provoquer une réaction spécifique de sa cible. Elle pouvait utiliser des larmes pour créer une diversion, une crise de jalousie pour semer la discorde entre alliés, ou une déclaration d'amour pour gagner une loyauté indéfectible. Elle prenait tout ce que le système utilisait pour opprimer les femmes, leur supposée fragilité, leur émotivité, leur rôle de service, et le transformait en un arsenal psychologique. C'était le jujitsu de la guerre d'espionnage, utiliser la propre force et l'arrogance de votre adversaire contre lui. Mettons cela en pratique. Imaginez un seigneur de guerre, Oda Nobunaga, par exemple un homme paranoïaque, brillant, entouré d'ennemis. Comment obtenir ses plans? Vous n'envoyez pas un ninja escalader ces murs. C'est du suicide. Vous envoyez une kunoichi. Appelons-la Kiku. Kiku n'arrive pas la nuit. Elle arrive en plein jour, cherchant du travail comme servante dans la cuisine. Elle est jeune, efficace et, surtout, incroyablement discrète. Pendant des mois, elle est l'employée parfaite. Elle ne parle pas si on ne lui adresse pas la parole. Elle garde la tête baissée. Elle travaille sans relâche. Elle est invisible. Mais pendant qu'elle nettoie les couloirs, ses oreilles sont grandes ouvertes. Elle apprend qui sont les capitaines de confiance, qui a des dettes de jeu, qui en veut au Seigneur. Pendant qu'elle sert le thé lors des réunions, elle mémorise les cartes sur la table. Son esprit est un magnétophone. Un jour, elle trébuche accidentellement près de Nobunaga. Lui, dans un geste condescendant, l'aide à se relever. Elle, avec un mélange parfait de gratitude et de timidité, le remercie d'une manière qui le fait se sentir puissant, magnanime. À partir de ce jour, il la remarque. Petit à petit, Kiku gagne sa confiance. Peut-être découvre-t-elle qu'il aime un type particulier dansant et s'assure-t-elle que ses appartements sentent toujours ainsi. Peut-être apprend-elle qu'il souffre de migraine et apprend-elle une technique de massage qui le soulage. Ce n'est pas une séduction évidente et vulgaire. C'est une infiltration lente et méthodique de sa vie personnelle. Elle devient la seule personne qui semble le comprendre, qui ne demande rien. Et une nuit, après une victoire militaire, alors qu'il célèbre et que son ego est au plus haut, Kiku Soula, lui, se sentant invincible et confiant, commence à parler. Il lui raconte ses prochains mouvements, ses alliances secrètes, le point faible qu'il a découvert dans le château de son rival. Et Kiku écoute, hochant la tête, souriant, posant juste les bonnes questions pour qu'il continue de parler, se sentant comme un génie révélant ses secrets à une admiratrice inoffensive. Cette nuit-là, Kiku obtient l'information. Le lendemain matin, elle ne se présente tout simplement pas au travail. Elle est sortie, disparue sans laisser de traces. La servante silencieuse dont personne ne se souviendra. Mission accomplie. Et Nobunaga ne saura peut-être jamais que la chute de son empire a commencé par une tasse de thé renversée. Ça, mesdames et messieurs, c'est le pouvoir de la kunoichi. Non pas la force d'un coup, mais la subtilité d'une manipulation parfaite. Pourquoi cette figure nous fascine-t-elle autant? Parce qu'au fond, l'histoire de la kunoichi est l'histoire ultime du pouvoir asymétrique. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'être le plus fort pour gagner. Vous devez être le plus intelligent.
Elles nous ont appris que les systèmes les plus rigides ont des failles, et que ces failles prennent souvent la forme des préjugés de ceux qui sont au pouvoir. Elles nous ont appris que l'information est l'arme la plus précieuse, et que la psychologie peut être plus dévastatrice que l'acier. Aujourd'hui, leurs tactiques sont toujours vivantes. Pas chez des assassins avec des katanas, mais dans l'ingénierie sociale que les hackers utilisent pour obtenir des mots de passe dans les opérations de renseignement où les agents utilisent le piège à miel, honey trapping, pour séduire des diplomates et obtenir des secrets d'État, dans la façon dont la propagande et la désinformation exploitent nos propres perceptions et préjugés pour nous manipuler. Le champ de bataille a changé. Ce ne sont plus des châteaux en bois, ce sont des réseaux de serveurs. Mais l'arme fondamentale reste la même, comprendre l'esprit humain et l'utiliser comme un passe-partout. La kunoichi n'est pas une relique du passé, c'est un archétype. C'est le rappel qu'être sous-estimé pourrait être le plus grand avantage stratégique que vous aurez jamais. C'est la leçon que le vrai pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Et ce chuchotement peut faire tomber des empires. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film de ninja, souriez. Profitez du spectacle. Mais souvenez-vous de la vérité. Souvenez-vous des vrais kunoichi, les femmes qui n'avaient pas besoin de costumes noirs parce que leur déguisement était la société elle-même. Les femmes dont l'arme la plus létale ne pouvait être vue, parce qu'elle était juste devant vos yeux. Votre propre arrogance, vos propres préjugés. L'arme, c'était vous. Qu'en pensez-vous tous? Quel est l'équivalent moderne d'une kunoichi? Un hacker, une espionne, un maître de la propagande sur les réseaux sociaux. Laissez votre opinion dans les commentaires. Et si cette histoire vous a époustouflé, cliquez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous et préparez-vous pour le prochain mythe que nous allons briser. À la prochaine. Infiltré.